On continue de s'informer avec Erwan de la chaîne YouTube Oui D'accord qui nous propose chaque semaine une chronique sur le capitalisme. C'est à toi, Erwan. Aujourd'hui, et comme souvent, c'est l'actualité qui a choisi le sujet de cette chronique à ma place. Le gouvernement Macron vient de faire passer une loi, la loi de programmation de la recherche, dont l'un des articles punit les occupations d'université par 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors directement, on pense à mai 68. Mai 68, ça commence par des occupations d'université, d'abord à Nanterre, puis le 3 mai à la Sorbonne. Ce qui lance un grand mouvement étudiant qui va se joindre à un grand mouvement ouvrier, et vous connaissez le reste de l'histoire. Ces dernières années, le mouvement étudiant réapparaît de plus en plus souvent et de plus en plus intensément. Par exemple, en 2018, lorsque Macron met en place une sélection à l'université et casse ainsi un peu plus l'ascenseur social que pouvait permettre l'accès aux études. Punir de 3 ans de prison les occupations d'université, c'est simplement une tentative par Macron de se débarrasser du mouvement étudiant. Ce qui est intéressant, c'est que Macron doit énormément à ce mouvement étudiant qu'il criminalise aujourd'hui. On va voir dans cette chronique comment c'est ce mouvement étudiant qui a contribué en mai 68 à changer le visage du capitalisme en France et à lui donner sa forme actuelle. Forme qu'on peut appeler le néolibéralisme et dont Macron est le fruit mais aussi l'un des principaux animateurs. Pour comprendre le lien entre mai 68 et néolibéralisme, on va s'appuyer sur un super bouquin qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme. C'est un gros pavé écrit par Luc Boltanski et Eve Capello, 2 sociologues qui s'intéressent aux changements idéologiques qui accompagnent les transformations du capitalisme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Le capitalisme, c'est un système fondamentalement absurde. Une minorité exploite la majorité en s'appropriant les fruits de son travail dans l'objectif d'accumuler le plus de capital, d'argent possible, et ce sans limite. Sans limite en termes de quantité d'argent accumulé, il n'y en aura jamais assez, et sans limite en termes de moyens utilisés pour cette accumulation. La situation actuelle résume très bien tout ça. La classe capitaliste est prête à flinguer la planète et l'humanité pour quelques dollars de profit supplémentaires. Bref, le capitalisme est un système de répartition des ressources, du travail, des richesses et du pouvoir absurde, vu que son fonctionnement normal mène à sa propre destruction et à la nôtre au passage. Alors, pourquoi on ne change pas tout simplement de système ? Il y a des raisons de coercition, de force. L'armée et la police ont notamment pour fonction d'écraser violemment les moindres tentatives de changement. Las Fuerzas Armadas y del Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Mais il y a aussi des raisons de croyance. Le capitalisme, comme n'importe quel système économique politique, produit et diffuse un ensemble de croyances qui visent à le légitimer, à nous convaincre que ce système absurde a en réalité un sens. Il façonne la manière dont on réfléchit, dont on agit, nos valeurs, nos convictions, nos envies, notre sens de ce qui est juste, injuste, de ce qui est désirable pour soi et pour tous. Il façonne tout ça pour qu'on s'engage volontairement, dans la joie et la bonne humeur, dans un système qui pourtant nous exploite et nous détruit. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte et mon entreprise. Cet ensemble de croyances qui nous font adhérer à ce système capitaliste, c'est ce qu'on appelle une idéologie, et c'est ce que nos 2 sociologues, Boltanski et Capello, surnomment l'esprit du capitalisme. Nos 2 sociologues expliquent que depuis les débuts du capitalisme, cette idéologie, cet esprit, a changé 3 fois de forme. La première forme s'étend en gros jusqu'aux années 1930. Pendant cette période, le capitalisme justifie son absurdité et les souffrances qu'il crée en diffusant la croyance en les bienfaits du progrès, du futur, de la science, de la technique, de l'industrie. Et puis, l'apparition du salariat, caractéristique du capitalisme, parce qu'il repose sur la vente volontaire de sa force de travail à soi, individuelle, permet aux paysans qui s'exilent en ville pour devenir ouvriers salariés de s'émanciper des relations de dépendance parfois très lourdes en vigueur dans leur famille, village ou communauté. Bref, pendant cette période, le capitalisme se présente comme libérateur, notamment parce qu'il permet de ne plus être lié à vie au groupe social dans lequel on est né. Et puis dans les années 1920-1930, le capitalisme se transforme. C'est l'époque où la production repose de plus en plus sur des machines, ce qui permet une production de masse, ce qui permet une consommation de masse. On quitte le modèle de l'entreprise de quelques salariés et on voit apparaître de gigantesques entreprises et même les premières multinationales. Donc forcément, du côté de l'idéologie, des discours et des croyances qui légitiment le capitalisme, ça change aussi. Mais comment est-ce qu'elle change, cette idéologie ?
Boltanski et Capello ont une réponse très intéressante. Je cite, « L'opérateur principal de création et de transformation de l'esprit du capitalisme, de l'idéologie, est la critique. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, c'est assez simple. Lorsque le capitalisme est confronté à une crise qui menace son existence, lorsque la critique du capitalisme par celles et ceux qui l'exploitent devient trop forte, qu'est-ce qu'il fait ? Il détourne une partie de cette critique à son avantage. Il l'intègre à son fonctionnement, à son idéologie, ce qui lui permet de désarmer la critique qu'on lui oppose. Bref, comme disent nos deux sociologues, l'opérateur principal de création et de transformation de l'esprit du capitalisme, de l'idéologie, est la critique. Pour mieux comprendre, un exemple. Dans la première forme du capitalisme dont on a parlé, qui va jusqu'aux années 1930, être salarié ne permet absolument pas d'échapper à la misère. Pour cette raison, depuis les débuts du capitalisme, on a des révoltes, mais à partir des années 1850-60, il se passe un truc nouveau. Les salariés s'organisent massivement. Ils créent les ancêtres des syndicats, ils créent des partis qui les représentent, des organisations ouvrières internationales. Des personnes comme Karl Marx étudient le capitalisme et permettent au mouvement ouvrier de comprendre les mécanismes de leur exploitation, de leur souffrance, et ainsi de dénoncer l'hypocrisie d'un capitalisme qui se présente faussement comme libérateur, alors qu'il nous enferme en réalité dans un rapport salarial qui est un rapport de domination et d'exploitation d'un patron sur ses salariés. Pendant toute cette période, la critique du capitalisme va se concentrer sur la dénonciation de cette hypocrisie, et c'est une critique qui gagne de plus en plus d'ampleur. Le mouvement ouvrier va se répandre tout autour du monde, les tentatives de révolution vont être de plus en plus fréquentes, jusqu'à 1917, où la Russie devient socialiste, et où, pour la première fois, le capitalisme est sérieusement mis en difficulté. Alors comment il réagit ? Eh bien, comme on l'a vu, il détourne la critique à son avantage. Vous parlez de misère, vous dénoncez l'hypocrisie d'un rapport salarial qui enferme plutôt qu'il libère. Très bien. On développe dans les années 30 une production industrielle de masse qui permet d'augmenter un peu les salaires, de créer des postes intermédiaires dans la hiérarchie de l'entreprise. C'est les fameux cadres, ces salariés qui, tout en étant exploités, ont accès à un peu de pouvoir dans l'entreprise et à des salaires plus élevés. Avec ces cadres apparaît la classe moyenne qui peut jouir de la consommation de masse, consommation présentée comme libératrice. Et puis le droit du travail protège un peu mieux les salariés qu'auparavant, des systèmes de retraite sont mis en place et la critique sociale est ainsi désarmée. Certes, la majorité est toujours exploitée par une petite minorité, certes, rien de bien fondamental a changé, mais votre critique qui se concentrait sur la misère, non seulement elle tient plus, mais maintenant elle vient carrément légitimer le système. À partir des années 30, le capitalisme nous dit que l'accepter, c'est accéder à la sécurité, c'est échapper à la misère. Cette nouvelle idéologie, que Boltanski et Capello appellent le second esprit du capitalisme, s'étend jusqu'aux années 60-70, où le capitalisme entre une nouvelle fois en crise. L'alternative proposée par l'URSS et ses alliés gagne de plus en plus de terrain à l'international, et même dans les pays capitalistes où la révolution n'est pas un danger immédiat, le mouvement ouvrier construit un rapport de force, notamment par les syndicats, qui lui permet d'arracher à la classe capitaliste des protections sociales, une part plus importante des fruits de son travail, etc. C'est la raison pour laquelle les 30 années qui séparent les années 40 et 70 sont appelées les 30 glorieuses. Mais le problème, c'est que la misère, l'exploitation, la domination, c'est le fonctionnement normal du capitalisme. Donc lorsqu'il détourne la critique pour la désarmer, il peut pas véritablement y répondre. Il peut que déplacer ou cacher ses problèmes. Lorsque dans les années 30, la critique du premier esprit du capitalisme est détournée pour faire naître un deuxième esprit du capitalisme qui se présente comme véritablement libérateur en donnant accès à la sécurité et à la consommation de masse, il suffit de quelques années pour que les gens se rendent compte que l'exploitation et la domination sont toujours là, elles ont juste changé de visage. En l'occurrence, ce qui vient avec la production et la consommation de masse des années 30, c'est une obsession pour la standardisation, la hiérarchisation, la rationalisation, l'organisation au sein de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les années 60, va être très critiqué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Justement, Boltanski et Capello expliquent l'énorme impact de mai 68 par le fait qu'il est la rencontre entre deux critiques différentes du capitalisme. D'un côté, on a toujours la critique sociale, une critique qui est portée par le mouvement ouvrier, qui dénonce l'exploitation des travailleurs-travailleuses et qui réclame de meilleures conditions de travail, mais on a aussi la montée en puissance d'une autre critique que Boltanski et Capello appellent la critique artiste. Elle est surtout portée par les étudiants et les intellectuels et elle dénonce précisément la standardisation, la hiérarchisation, la rationalisation qu'emmène le second esprit du capitalisme.
Elle considère que la sécurité qu'il prétend garantir se fait en réalité au prix d'une perte de liberté qui est oppressive, aliénante, et elle réclame plus de créativité, plus de liberté, notamment dans les relations sociales, dont elle critique le manque d'authenticité au sein du capitalisme. Mai 68, c'est donc la rencontre inédite de ces deux critiques. Alors, comme à chaque fois qu'il est confronté à une grosse crise, que fait le capitalisme ? Il détourne une partie de la critique. En l'occurrence, il s'approprie la critique artiste, ce qui le fait changer de forme et ce qui fait apparaître en France à partir des années 70-80 le fameux néolibéralisme. En réalité, on voit une multiplicité d'initiatives, un changement du système de valeurs, et le tout au nom de valeurs qui sont des valeurs. C'est pour ça que je faisais allusion, et Jean Boissonnet l'a redit, à une résurgence 68arde, qui sont exactement les valeurs de 68. Vous appelez ça le capitalisme 68ard. Il faut dire que les deux mots accolés, ça surprend un peu. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est que ça, le capitalisme 68ard ? Outre le fait que c'est à mon avis la chance du capitalisme, je crois que la création d'entreprises dont on a parlé et qui se développe, que l'initiative se fait au nom de valeurs d'autonomie et de liberté. Alors ces deux valeurs d'autonomie et de liberté, c'est une sorte de résurrection bizarre de ce qu'on a vu en 68. Ce ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les gens qui étaient sur les barricades en 68 qui créent nécessairement des entreprises, sauf quelques-uns. Ce sont des gens très différents, mais qui portent en eux ces valeurs-là. Le rejet par la critique artiste des hiérarchies et de l'organisation rigide de l'entreprise s'incarne dans un nouveau monde du travail qui est présenté comme sans conflit. On n'a plus de supérieurs, on a des N+1. On n'est plus des salariés, on est des collaborateurs. On n'a plus de patron tyrannique, on a un leader qu'on suit parce qu'il a une vision en laquelle on croit, en laquelle on a confiance. Et je crois que le temps où il suffisait d'être nommé à un poste pour avoir l'autorité nécessaire, je crois que ce temps, c'est fini. Il faut aujourd'hui que les personnes de l'entreprise reconnaissent leur chef. Il faut que leur chef soit reconnu parce qu'ils ont les qualités, ils ont le leadership, comme on dit en bon français. Et c'est seulement s'ils ont ces qualités, qui sont profondément des qualités humaines, qu'ils pourront effectivement exercer leur métier. Autrement, ils ne l'exerceront pas. Ils commanderont, ils donneront des ordres, mais leurs directives ne seront pas profondément partagées par des collaborateurs qui ne les reconnaîtront pas intuitivement, qu'ils ne reconnaîtront pas véritablement comme leur leader. Et si la liberté était payante pour les travailleurs comme pour les entreprises? Voilà le pari de l'autogestion revu et corrigé par les patrons. Un exemple parmi beaucoup, laboratoire Servier, plus de hiérarchie à la base, les agents de maîtrise sont reconvertis en animateurs, sans commandement, plus de spécialisation pour les OS, mais la polyvalence, ils passent d'un poste à une autre tâche, enfin plus d'exécution surveillée, mais liberté d'organisation pour remplir les missions. Avantage pour l'entreprise, forte hausse du rendement et de la qualité, net recul de l'absentéisme et des grèves, et pour les travailleurs davantage de liberté, liberté d'horaire, de rythme, de responsabilité, organisation, polyvalence, élargissement de compétences, droit de regard et d'expression. Voilà. Mais c'est ça l'autonomie, vous vous arrangez avec une équipe, moi je ne vois pas d'inconvénient, l'essentiel c'est que vous le soyez. Bon ben voilà. Ce changement de l'organisation du travail dans les années 70-80 se retrouve aujourd'hui dans les fameuses start-up. Ces petites entreprises qui se prétendent horizontales, à taille humaine, qui cherchent à innover en suivant la vision de disruption de leurs fondateurs. Plus généralement, à cette période, on remplace la sécurité de l'emploi et des protections sociales par la flexibilité. On nous vend la figure héroïque de l'entrepreneur, individu polyvalent, autonome et mobile, libre de travailler pour qui il veut et qui sait s'adapter aux exigences changeantes du marché. Nous sommes peut-être des nouveaux animaux qui avons le goût du risque, le goût de convaincre, et je voudrais y rajouter une idée, le goût de risquer, mais sans échappatoire. Nous travaillons sans filet, du moins dans l'industrie privée. Et si tout ça sonne comme un discours de Macron, c'est normal. Macron n'apporte rien de nouveau. Il est le fruit du néolibéralisme, de ce troisième esprit du capitalisme qui apparaît en France dès les années 70-80 avec le détournement de la critique artiste que les étudiants de mai 68 lui opposaient. Ce détournement, c'est l'une des origines du mythe d'une génération de 68ards qui aurait trahi les idéaux de mai 68 et se serait droitisé avec l'âge. C'est un mythe parce que la génération 68 n'est évidemment pas un bloc uniforme, mais ça explique en partie des trajectoires individuelles, comme par exemple celle de Daniel Cohn-Bendit, l'un des leaders étudiants de mai 68, que la presse surnommait carrément Dany le Rouge, et qui, aujourd'hui, est un fan absolu de Macron et un grand défenseur du néolibéralisme. Vraiment, moi, je suis submergé par cette réalité donc d'Emmanuel Macron qui va devenir président de la France dans 3 semaines. Allez, à toi.
Pour conclure cette chronique, maintenant qu'on a compris la dépendance du capitalisme envers la critique qu'on lui oppose, critique qu'il utilise, qu'il détourne pour surmonter ses propres crises, il nous reste à appliquer tout ça à la situation actuelle. C'est un secret pour personne, le capitalisme traverse actuellement une grosse crise et les prochaines décennies de dérèglement climatique laissent penser que ça ne va que s'accentuer. Mais on vit aussi aujourd'hui une crise de la critique du capitalisme. La gauche est totalement éclatée. 50 ans après l'émergence du néolibéralisme, on n'arrive toujours pas à le comprendre en profondeur. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire l'usage du terme néolibéralisme pour critiquer tous ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Donc évidemment, on ne sait pas comment lutter contre. Pire, sans forcément s'en rendre compte, une bonne partie de la gauche en accepte certains éléments. C'est une situation inédite et qui peut sembler idéale pour un capitalisme triomphant qui, pour la première fois depuis des siècles, n'a pas d'adversaire un minimum sérieux. Et pourtant, Boltanski et Capello nous montrent que, en l'absence d'une critique sérieuse, le capitalisme est incapable de surmonter ces crises. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose, je sais pas si c'est une mauvaise chose. Ce qui est sûr, c'est qu'à une époque où la critique du capitalisme est dans un état aussi déplorable qu'aujourd'hui, étudier la manière dont le capitalisme la détourne, l'affaiblit et l'utilise pour sauver sa peau lorsqu'il est en danger est indispensable pour reconstruire une critique efficace sans tomber dans ce piège.